Et nous sommes toujours en direct sur BFM TV. Je reçois maintenant un invité sulfureux, Karim Achoui. Bonsoir. Bonsoir, Karim. Vous êtes un célèbre pénaliste et vous publiez votre histoire qui s'appelle L'avocat à abattre, un livre que je vous recommande, que j'ai lu cet après-midi, car moi je lis les livres. Et en fait, vous racontez l'histoire qui vous a rendu célèbre. Donc nous sommes le 22 juin 2007. Vous sortez de votre cabinet en compagnie de votre ami en fin de journée. Et vous apercevez un personnage coiffé d'un casque de moto, la visière est ouverte, d'assez forte corpulence. Il est là, il y en a un autre qui est près de la moto ou du scooter rapide. Et sur le moment, vous faites pas tellement attention, vous les voyez juste. Et là, je vous laisse continuer. Écoutez, comme vous l'avez indiqué, et je vois cette scène que je trouve non pas suspecte, mais je trouve que le profil de ces hommes casqués... à la tombée de la nuit, mais il fait encore tout à fait clair. Boulevard Raspail. Boulevard Raspail, à l'angle de la rue de Grenelle, des quartiers d'ambassade et surtout de Matignon, semble un petit peu détonné par rapport au décor habituel dans ces quartiers paisibles de la capitale. Mais ça vous empêche pas d'aller vers votre voiture avec le bip en main, vous ouvrez la voiture, vous ouvrez le coffre. Et à ce moment-là, l'homme qui était effectivement à quelques pas, qui s'était avancé progressivement, je ne l'avais pas perdu, si vous voulez, de l'esprit, je le voyais sans le regarder, s'est approché à hauteur d'homme, et là, il a extrait d'une petite pochette qu'il avait à même le corps, une arme de poing qu'il a brandie sur moi. Donc là, à la fois, vous poussez votre ami pour qu'il ne tire pas sur elle, en même temps, vous partez, et vous zigzaguez en vous disant, s'il me tire dessus, comme ça, il ne m'aura pas. Mais manque de bol, il vous a. D'abord une balle dans le dos, et ensuite une balle qui va vous rentrer dans la fesse, et qui va ressortir par l'aine. Et vous voyez l'homme s'approcher vers vous, et vous voyez son visage, et il sourit. C'est ce que vous dites dans votre livre, vous voyez ses dents, il a une espèce de... Et vous voyez très bien son visage. Et là, vous avez beaucoup de chance, puisque le pistolet s'enraye. Qu'il va y avoir 4 autres balles tirées qui auraient été là directement dans la tête, et les balles elles vont tomber sans partir par terre. En fait, elles vont être tout à fait éjectées sans être percutées. C'est ça. Et le gars se tire. Alors, moi je le verrai pas prendre la fuite, mais des témoins qui étaient à la fenêtre, attirés par le bruit des détonations, décriront finalement le départ de cet homme avec l'arme le long du corps, qui semblait serein et paisible, partir quasi tranquillement vers la moto qui l'attendait pour pouvoir effectivement emprunter d'abord la rue de Grenelle, la rue du Bac et la rue de Varennes. Ils vont même croiser un gardien de la paix qui les regarde, qui fera un témoignage, etc. Et on vous retrouve 2 ou 3 jours plus tard à l'hôpital. Vous avez survécu et là, vous convoquez les télévisions, la presse et carrément, vous y allez fort, vous dites c'est la police. Alors on va voir quelle branche de la police, mais c'est la police qui a ordonné cet assassinat en règle. Oui, c'est ça. C'est ce que je vais indiquer, non pas après avoir convoqué, la presse va se manifester, puisque c'est un fait très exceptionnel, qui n'a peut-être pas ému comme quelques mois plus tard, lorsqu'un de nos éminents confrères, Maître Brame, a été victime lui aussi d'un attentat, mais à l'explosif, où le banc et l'arrière-banc de nos politiques français s'étaient déplacés en grande marche ou en grande pompe. Je n'ai pas eu droit à ces égards, peu importe, tout ça est dans les rétroviseurs. Il faut dire que vous êtes l'avocat du grand, voire du très grand banditisme. Vous avez pour client à la fois la famille Ornec, Antonio Ferrara. Donc, il est normal que les politiques n'aient pas envie de spécialement venir vous voir. C'est dans l'ordre des choses. Vous avez tout à fait raison. Il y a les bonnes victimes et les mauvaises victimes. J'appartiens à la deuxième catégorie et je vous rends grâce d'avoir au moins le mérite de le dire. Ce qui va se passer, c'est très simple. J'ai le sentiment depuis plusieurs semaines d'être victime d'un complot que j'ai dénoncé en son temps, une secrétaire qui a infiltré mon cabinet, peu importe. C'est malheureusement un événement mineur par rapport à la suite. Et je vais indiquer immédiatement que pour moi, c'est une partie, une branche, infime soit-elle, de la police parisienne qui est à l'origine de cette tentative d'assassinat. Benjamin Oulassen est allé recueillir un témoignage, celui de Frédéric Ploquin, journaliste à Marianne, qui vous connaît très bien et qui parle de vous. On regarde. Franchement, ça peut venir d'absolument n'importe où. Ça peut venir d'un tout petit voyou, comme d'un grand voyou, mais je vois pas les grands voyous. Les voyous ont besoin de leurs avocats, ils les payent assez cher.
je les vois mal décider d'éliminer un avocat qui leur rendait service et à qui ils donnent de l'argent. C'est-à-dire s'ils estiment qu'ils ont trop donné d'argent, à un moment donné, ils vont aller voir l'avocat, ils vont lui demander de rendre l'argent. Et l'avocat va rendre l'argent parce qu'ils ont des moyens de pression que l'avocat n'a pas. Lui, il est sur l'hypothèse de la police judiciaire française. Pour l'instant, on a un indicateur qui est là, qui est en prison, qui est suspect numéro 1, on va dire. Un indicateur, donc, qui dit indicateur, dit quelqu'un qui est manipulé à ce moment-là par la police judiciaire. Donc on peut se poser des questions. Est-ce qu'ils ont bien fait leur boulot? Est-ce qu'ils ont bien traité cet indicateur? Est-ce qu'ils l'ont poussé à la faute? Donc les questions méritent d'être posées. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est il faudra ensuite savoir qui a, si ce n'est pas la police, manipulé ce tueur présumé. Alors effectivement, en avril dernier, 4 personnes vont être mises en examen. Une 5e va être très rapidement, je crois, relâchée sans être mise en examen. Et parmi ces personnes, vous allez, vous, à la crime, les voir. Et derrière la glace sans teint, vous reconnaissez le fameux visage souriant qui avait le casque comme étant votre agresseur. Ça, c'est formellement que vous le reconnaissez. Oui, ils me sont présentés derrière une glace sans teint. Ils sont tous casqués, visière levée. Donc il y a 6 individus d'allure homogène qui me sont présentés dans les locaux de la brigade criminelle à Paris. Et sans la moindre hésitation, je désigne l'un d'entre eux qui porte un petit panneau avec le chiffre 7 comme étant l'homme, sans le moindre doute, qui a tenté de m'assassiner. De qui s'agit-il? Alors il s'agit, les précautions oratoires nous obligent, nous imposent à être prudents et à rappeler la présomption d'innocence, mais c'est monsieur Rudy Terranova. Donc c'est un personnage curieux, islamiste, ai-je vu à ses heures, en tout cas il fait un passage par un groupe islamiste, indique visiblement à d'autres, et proche selon vous de flics de Versailles. Alors c'est pas un indique, ça c'est la théorie peut-être de certains fonctionnaires de police. Le ministre de l'Intérieur, Madame Alliot-Marie, a dit qu'il travaillait pour des services de police. Moi j'indique ce que j'ai pu voir dans un dossier d'instruction à Paris. C'est un homme qui a appartenu au SIAT, donc le service interministériel d'assistance technique, c'est-à-dire c'est un homme qui a infiltré des milieux du banditisme ou du grand banditisme pour une police parisienne, alors en l'espèce une police versaillaise, puisque c'est pour le service de la BREC de Versailles, donc un service extrêmement pointu, que ce monsieur a travaillé pendant un peu plus de 11 mois. Mais alors pour quelle raison cette BREC de Versailles ordonnerait-elle, pardon, je vais y arriver, votre assassinat? C'est quand même énorme, ça, Karim. Bah écoutez, j'espère que j'ai été suffisamment clair dans mes, en tout cas dans le texte qui est proposé dans cet ouvrage. C'est le reflet absolu de la réalité. Il faudrait demander à Monsieur Lapeyre. Nous avons demandé, c'est le nom de ce commissaire, le patron de ce service. Nous avons demandé au juge d'instruction de bien vouloir l'entendre. Après de multes difficultés, il a finalement été entendu début juillet, interrogatoire chez le juge d'instruction, où il a expliqué qu'il n'avait plus du tout le souvenir des nombreux appels qu'il avait pu échanger pendant une période très courte, période pendant laquelle M. Terranova était en train d'organiser cet attentat contre ma personne, et qu'en tout cas, finalement... Vous parlez de 356 appels téléphoniques entre ce commissaire et ce M. Terranova. Tout à fait. Donc on peut quand même se poser la question... Est-ce que vous pensez que ça a un rapport, vous allez bientôt comparaître à partir du 2 octobre, dans l'affaire de l'évasion rocambolesque d'Antonio Ferrara? Est-ce que ça a un rapport? Pour moi, il y a un lien parce que, si vous voulez, parmi les services qui travaillaient sur l'arrestation de M. Ferrara, il y avait la BRB, que j'ai toujours, sans me cacher, montré du doigt très rapidement, l'Office central de répression du banditisme, qui depuis a été dissoute, et la BREC Versailles. Et qu'est-ce qu'on vous reproche dans cette affaire Ferrara? D'avoir organisé en fait cette évasion, d'avoir servi de go-between entre ceux qui l'ont fait évader et Ferrara dans sa cellule. Alors très sincèrement, je n'ai toujours pas compris les éléments matériels qui pouvaient me conduire devant une cour d'assises française. Qu'est-ce que vous risquez là-bas? Alors j'encours, par rapport aux infractions qui me sont reprochées, la réclusion criminelle à perpétuité. Donc en fait, s'ils ne vous ont pas eu sur le trottoir, à coup de balle, ils vous auront peut-être en prison. Écoutez, restons sereins, nous exprimerons le moment venu devant la cour d'assises. Dernière question, est-ce que vous ne pensez pas que tout ça, c'est parce que vous êtes trop voyant, trop flambeur, trop beau mec, comme on dit dans ce milieu? Non, je crois très simplement que je n'appartiens peut-être pas au bon sérail, où je n'ai peut-être pas le profil classique et traditionnel que l'on attend d'un auxiliaire de justice, mais je vous dis dans les yeux
Karl Zéro, j'ai toujours exercé mon métier avec passion, honnêteté et sincérité. Merci Karim Achoui. Dans un instant,